C'est la deuxième conférence sur les crises, et celle-ci s'appelle « De la crise à la quête de sens ». Et la première, c'était comment faire face aux crises. C'était le 21 février, il y a eu beaucoup de monde, mais alors cette fois-ci, il y en a encore plus, et je vous remercie d'être là, dont certains sont venus de Montréal, du Maroc, mais plus prosaïquement de Lille, de Bruxelles, et bien sûr de Tournai. Alors voilà. Il y a une phrase qui me trottait aujourd'hui, salut Pascaline, une phrase qui me trottait, c'est un grand psychanalyste, Élie Imbert, qui la disait « Vouloir trouver un sens à sa vie, c'est une tentative pour se débarrasser de soi-même ». C'est extraordinaire. À quoi ça sert de parler du sens si c'est une tentative pour se débarrasser de soi-même? Et en fait, en réfléchissant à ça, je me disais que vouloir trouver un sens à sa vie, c'est en chercher un. Alors que finalement, le sens, c'est lui qui nous trouve. Une vocation, un insight, un rêve, une rencontre, une illumination. C'est ça que je veux faire. Jung, auquel je me réfère beaucoup, quand il est tout jeune, un jour tombe sur un texte comme ça, sur les maladies de la personne, d'un psychiatre, et puis il dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire la médecine, mais m'occuper de l'âme humaine. Et ça a été un véritable vertige, en fait, pour lui. Et ça, c'est le sens qu'il a trouvé. Pas qu'il a trouvé, mais qui l'a trouvé. Et en fait, le sens, il y a deux façons de voir la chose, dans le fond. Il y a une façon plus rationnelle qui consiste à dire la donnaissance. C'est ce que les phénoménologues appellent la donation de sens. Une épreuve m'arrive, je donne sens. Une situation géopolitique est compliquée, j'essaye de trouver du sens, de donner sens. Et puis alors il y a l'autre façon, qui est plutôt de me laisser trouver par le sens, mais ça implique l'intuition. C'est un rapport fondamentalement créatif, poétique. Et dans le fond, ces deux visions des choses vont être là. Soit on est dans la flèche du temps qui va du passé vers le futur, et avec tout ce que je suis, comme dit Sartre, être sujet de sa vie, c'est que vais-je faire de ce qu'on a fait de moi? Ça vient du passé. Donc la flèche du temps qui vient du passé vers l'avenir, c'est la donation de sens. Et puis, il y a l'autre flèche, celle qui fait que l'arbre est déjà dans la graine, celle qui fait que le poussin est déjà dans l'œuf. Parce qu'en fait, quand vous mettez couver un œuf, c'est parce qu'il y a déjà le germe du poussin que cet œuf va se développer selon les étapes de l'embryologie. Et donc là, il y a quelque chose comme une autre flèche du temps. Un temps anthropique, un temps néganthropique. Et c'est passionnant parce qu'en fait, c'est fondamental pour aborder les crises. J'ai mangé salé tout à l'heure. Bref, j'ai soif. Donc, revenons à la crise. La crise, c'est ce que j'appelle un séisme sémantique. Tremblement de sens. Il y a crise lorsque une ou plusieurs ruptures provoquent un chamboulement, un bouleversement, une perte de sens. C'est consubstantiel, le sens et la crise. Si vous vivez un deuil, si vous vivez une perte, je pense à par exemple à un parent âgé, vous allez vivre ce deuil, ça va remuer plein de choses en vous, mais ça ne va pas forcément provoquer une crise profonde. Donc la crise est indirectement et même souvent liée à un sentiment d'inattendu, de bouleversement. Ça peut être un licenciement, une rupture amoureuse, mais quelque chose d'inattendu qu'on n'a pas su anticiper et qui convoque le sens. Donc, la question du sens et la question des crises, c'est vraiment la même chose. Et le risque, bien évidemment, c'est soit de vouloir revenir en arrière, dans cette première flèche du temps, soit alors on va essayer d'aller de l'avant vers cette autre flèche du temps. Et donc là, il y a quelque chose qui se joue, et nous verrons que toutes les acceptions du sens sont liées finalement à ce que j'appelle les trois visages du temps chez les Grecs. Aion, les cycles, chronos, le temps linéaire, le temps du projet, et puis kairos, le moment opportun. Ça touchera la notion de synchronicité, cher à Jung. Et vous vous rendez compte que nous sommes tous concernés par cette histoire. Nous avons tous vécu des crises, nous en vivrons encore. Et quand on est en crise, ça tangue. C'est vraiment quelque chose qui est terriblement vivifiant parce qu'elle va stimuler nos ressources, notre créativité.
c'est d'autant plus vrai que nous sommes dans un monde en crise. Pour ceux qui étaient déjà là la fois dernière, je vais revenir un peu là-dessus, mais il y a actuellement, enfin, ne pas l'avoir remarqué, il faudrait vraiment être très naïf, mais nous sommes vraiment dans une crise globale qui dure quand même depuis un petit temps. Et donc, comme c'est une année olympique, je vous invite à visualiser les 5 anneaux olympiques. La première grande crise, c'est bien sûr la crise écologique, avec le réchauffement climatique, etc. On va notamment toucher à toutes les variables qui touchent ce fameux phénomène de la collapsologie, les théories de l'effondrement. On ferait une conférence avec mon vieux pote Xavier en octobre. Je t'invite déjà à la faire avec moi en septembre en Bretagne. Et on touchera à ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une terrible éco-anxiété. Par exemple, notre production, notre réceptivité de pétrole va diminuer de 20 unités, de 20 points d'intensité dans les 30-40 prochaines années. Autrement dit, on aura 20 fois moins de pétrole à disposition. Et on n'a pas trouvé, on n'en est pas encore à la fusion nucléaire ou des choses comme ça. Nous sommes devant un vide énergétique. Je ne parlerai pas de surpopulation, de déforestation. Ça touche au deuxième anneau olympique qui est tout simplement l'épuisement d'un modèle ultralibéral, un modèle basé sur le profit, la compétitivité, qui fait que, sauf erreur de ma part, aux environs du 1er août, les ressources annuelles de la planète sont épuisées. Donc là, on est vraiment devant un phénomène qui fait que pourquoi avons-nous fait ça? Pourquoi nous, l'humanité, foutons-nous en l'air, passez-moi l'expression, la planète, en l'épuisant littéralement, alors qu'on vient d'atteindre 8 milliards d'habitants? Deuxième anneau olympique. Troisième anneau olympique, c'est la géopolitique. On y est baigné tous les jours. Moi, j'adore LCI, parce que souvent on dit maintenant, n'écoutez plus les médias, éteignez votre poste de télévision, soyez zen. Moi, j'essaie d'être zen en regardant la télévision, donc je mets LCI, et alors là, c'est tout le temps Ukraine, etc. C'est terrifiant. Mais c'est vrai qu'on est dans une configuration actuelle qui n'est pas sans rappeler les années 30, puisqu'on a la guerre des blocs. Le fameux choc Rome-Carthage de l'Antiquité, j'y viendrai tout à l'heure, qui se reproduit en quelque sorte avec un bloc Chine-Russie face aux États-Unis et une Europe relativement exsangue, même si elle ne manque pas de ressources poétiques, culturelles, picturales, littéraires. Et je ne parlerai pas non plus de la nébuleuse terroriste qui, nourrie par l'Iran, fait un vaste croissant de la Syrie jusqu'à l'Afrique occidentale. Donc on est vraiment dans une configuration qui est extrêmement difficile et qui est liée aux 2 anneaux antérieurs, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, avec les migrations autour de l'eau, avec les réfugiés climatiques, avec bien sûr le phénomène migratoire qui est extrêmement poignant, profondément poignant, nous sommes devant des questions très importantes. Quatrième anneau olympique, les crises sont mythologiques. Alors là, on touche un peu plus à la personne, à savoir que finalement, nos systèmes, regardez autour de vous, que ce soit la crise de la famille, la crise du couple, la crise individuelle, que ce soit le monde de l'entreprise, tout ça est lié à des représentations collectives. Je pense notamment à tous les signifiants du vieux Dieu hébraïque, de justice, la famille, la tribu, la justice. Tous ces phénomènes explosent. Le couple, c'est ni plus ni moins que l'épuisement graduel du vieux Dieu d'amour de l'ère des poissons, de l'ère chrétienne. Ce couple s'affaiblit et est terriblement en hiatus entre, finalement, si on résume bien, c'est entre l'amour et la liberté, entre le sacrifice et la liberté. Alors bien sûr, des gens comme les Tibétains ont parlé d'amitié spirituelle, où finalement vous dites à l'autre, t'aimer, c'est œuvrer à ce que tu sois libre. Mais ça, c'est déjà un stade supérieur en quelque sorte. Et donc, c'est très intéressant de voir que nos crises individuelles, qu'on vit parfois dans une souffrance intense, en fait, d'autres les vivent. Et ces crises-là, elles sont collectives aussi. Cinquième anneau, pour moi c'est le plus important, c'est la crise du qui nous sommes. Et c'est vrai que aujourd'hui il y a une révolution. Cette révolution, elle a commencé il y a 100 ans, avec la physique quantique. La physique quantique, c'est la physique subatomique, qui est à l'intérieur de l'atome. Et il y a notamment ce principe d'incertitude d'Heisenberg,
qui date de 1927, qui a été vérifié en 1972 en France et en 2003 à Genève. Savoir que les électrons autour du noyau de l'atome sont à la fois ondes et corpuscules, sont à la fois matière et énergie. C'est extraordinaire, ça. Et ça dépend non seulement de leur position autour du noyau, mais aussi de la manière dont l'observateur les observe. Interdépendance de l'univers. Double statut de la matière. Onde, énergie, corpuscule, matière pure. Prenez une paire de photons. Bon, je schématise, je ne suis pas physicien. Une paire de photons, on la sépare en deux, on change le spin, la polarité de A. Même à 10 000 bornes, au même moment, à la seconde même, la polarité de B change. L'information transcende l'espace, le temps, la vitesse de la lumière même au niveau quantique. C'est une révolution monumentale. C'est ce qui a fait dire à certains physiciens, nous n'avons de la physique que l'image, la physique devient une image du monde que nous créons. On est en plein mystère. Le plus fantastique dans tout ça, c'est que Jung, on est tous redevables à Freud et à Lacan, qui sont des très grands psychanalystes, qui ont étudié énormément le développement individuel et leurs travaux sont complètement validés aujourd'hui. Mais Jung est allé plus loin en découvrant que l'inconscient personnel existe évidemment, puisqu'il est nourri du terreau de notre histoire, mais cet inconscient personnel est sous-tendu par un inconscient structural qu'il appelle l'inconscient collectif. Très mauvaise traduction, mais on devrait dire l'inconscient dénominateur commun de l'humanité. L'humanité commune de l'homme, dirait Saint-Exupéry. Et cet inconscient structural est mu par des dynamismes, très improprement appelés archétypes. Ça aussi un nom un peu galvaudé. Dans le petit Robert, archétype, c'est pas du tout la même chose que Jung. Enfin bon, donc ces structures dynamiques sont capables, nous relient à l'univers et on le découvre par ces fameux phénomènes de synchronicité. La synchronicité, c'est quand deux événements sans aucun lien causal font sens. La fois dernière, je vous avais rappelé cette fameuse histoire du scarabée d'or, c'est-à-dire que Jung a une patiente qui rêve d'un scarabée d'or et lui évoque à travers la mythologie, à travers l'Égypte, l'histoire, toutes les possibilités de cette image qui est porteuse de sens, de symboles. Et à ce moment-là, la dame qui est très rétive, très réfractaire en quelque sorte, elle dit bon, d'accord, mais... Et puis à ce moment-là, il y a un hanneton doré qui vient, un beau hanneton doré, hein. J'en ai jamais vu personnellement, mais enfin à l'époque, bon. Le hanneton doré arrive, il frappe la vitre, Jung l'attrape, il dit voilà votre scarabée. C'est extraordinaire. Une autre histoire qui est vraiment très amusante, c'est un monsieur qui va chez le cardiologue et puis le cardiologue lui dit tout va bien. Ça va, vous n'avez rien, tout va bien. Le bonhomme, il est pris d'une euphorie telle, il est tellement heureux qu'il se paye un infarctus foudroyant en sortant de chez le médecin. Au même moment, sa femme voit une nuée d'oiseaux s'abattre sur le toit. Des oiseaux noirs, vous savez, il y a des expressions comme ça, oiseaux de mauvais augure, etc. Des oiseaux noirs, des corneilles, des corbeaux, qui s'abattent sur le toit. Elle se dit, il est arrivé quelque chose à Georges. Enfin, j'imagine qu'il s'appelait Georges. À l'époque, on s'appelait Georges. Maintenant, c'est de plus en plus rare. Et au même moment, effectivement, la personne meurt. Il n'y a pas... C'est pas la mort de ce monsieur qui a provoqué l'arrivée des oiseaux. On serait dans une pensée magique de le croire. Ce n'est pas les oiseaux qui ont provoqué la mort, évidemment. Ce sont des phénomènes porteurs de sens et de symbolique qui arrivent en même temps et qui font sens. C'est la même chose avec les rêves prémonitoires. On ne pourra jamais reproduire un rêve prémonitoire en laboratoire. Il faut une autre épistémologie. Mais ces rêves existent. Et parfois, ils annoncent la crise. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'homme a inventé des techniques basées sur la synchronicité. Je pense au tarot, j'en ai pris un ici, le tarot de Dali, qui est très beau. Il n'y a qu'un tarot, c'est le tarot de Marseille, mais Dali l'a repeint. Et le tarot est basé sur ce phénomène de synchronicité, comme le Yiking d'abord, en Chine, le livre des transformations. Et que font ces synchronicités? Elles nous interpellent en quête de sens, soit pour nous avertir, soit pour nous donner des indications, soit carrément pour nous prévenir. C'est très intéressant. Et donc on se rend compte que les lois subatomiques s'appliquent à l'inconscient profond, le plus profond. Et tout le travail de Jung sera de découvrir que
notre petit moi, c'est le centre du champ de conscience, mais que le centre de cette totalité, c'est le soi, le noyau énergétique. L'Atman chez les Indiens. Et l'Atman est lui-même relié à l'Atman universel, d'où ces phénomènes d'éveil. Il y a des gens, tout d'un coup, ils ont un insight extraordinaire, ils se rendent compte que la fleur est le jardin, que la facette du diamant qu'ils sont tant bien que mal est aussi le diamant. Notre Atman individuel est relié à l'Atman universel. C'est l'éveil. L'éveil dans toutes les traditions. Et Jean-Michel, ici présent, qui est très branché là-dessus, vous dirait qu'il y a des tas d'éveillés actuellement. Seulement après, il faut revenir. Il faut faire sa lessive, sa vaisselle, aller à Lidl ou au Colruyt. C'est ça le problème. Après, il faut revenir. Mais bon, et tout en restant relié. Il y a des très beaux livres là-dessus. Et donc, en fait, ce 5e anneau olympique nous interpelle sur le fait que nos modèles psychiques du 19e, que nos modèles matérialistes rationalistes du 18e sont caduques. Et alors, il y a un autre phénomène. Alors là, bon, j'ai quitté un peu de mon objectivité légendaire, c'est les phénomènes de NDE. Les phénomènes d'expérience de mort imminente, les EMI en français, NDE en anglais. Depuis 50 ans, depuis le fameux livre de Raymond Moody, il y a une littérature absolument incroyable, des recherches des neurologues, des physiologistes, des cardiologues, des psychiatres, qui dans des hôpitaux avec des équipes de pointe recueillent des témoignages, font des expériences. Et aujourd'hui, à Liège, il y a ça, le fameux groupe Coma, qui pendant un certain temps était plutôt rationaliste qu'autre chose. Mais alors il y a à Rennes également, il y a un certain monsieur Évrard qui vient de sortir un livre sur les NDE, toute une équipe à Rennes qui fait ça. J'ai écouté la vidéo hier soir, c'est époustouflant quoi. Il y a aussi des gens comme le professeur Charbonnier, la conscience extraneuronale, ou des gens comme ça, monsieur Forêt, le psychiatre, il est passé sur la RTBF il n'y a pas longtemps, lors d'une émission sur les expériences de mort imminente. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il était en duplex à Paris. Livre extraordinaire, Cette vie au-delà. Et donc, en fait, que se passe-t-il aujourd'hui? C'est une révolution transrationnelle. On reste rationnel, on est bien d'accord. Hein. Nous sommes des êtres rationnels, réfléchis. Il n'est pas question d'aller... Mais, quelque part, on se rend compte que notre ipséité, comme dirait Ricoeur, hein, il a beaucoup travaillé ça dans les approches narratives, dans le modèle narratif. Notre ipséité, c'est de Georges Bataille, apparemment le terme. Mais Ricoeur l'a repris. Notre ipséité, le qui je suis, n'est pas réductible au corps physique. Enfin, moi, c'est ce que je pense, honnêtement. C'est un grand débat, il ne faut pas conclure de manière catégorique. Disons simplement que c'est un sujet scientifique. Et c'est toujours cette vieille métaphore que j'aime beaucoup. Le cerveau est peut-être à l'âme, à l'être, ce que le violon est au musicien. Si le violon casse, notamment dans les maladies dégénératives de la fin de vie terrestre, c'est pas pour autant que le musicien est affecté. Il continue. Et donc là, c'est vraiment des phénomènes, ça va très très loin, vous savez, c'est une révolution épistémologique, scientifique, psychologique. Parce que notre psychologie, malheureusement, vient du 19e, qu'elle soit expérimentale, cognitivo-comportementale, qu'elle soit la psychanalyse, freudo-lacanienne, etc. Mais tout ça change énormément, hein, notamment, je pense, aux approches comportementales. Maintenant, on est à la 5e génération, elles ont intégré le mindfulness, la pleine conscience, tous les apports de la méditation. Et puis alors, il y a l'hypnose aussi. Maintenant, l'hypnose, on sait très bien qu'elle fait un peu le pont entre les approches pragmatiques comportementales et la psychanalyse. L'hypnose qu'on a repérée sur l'imagerie cérébrale, c'est ça qui est magnifique. Jusque-là, on pouvait toujours dire « ma foi ». Mais maintenant, on sait que c'est le 4e état de conscience modifié, donc c'est vraiment passionnant. D'autres approches, les théories vagales et bien sûr le MDR, qui est une sorte d'ultra-hypnose et qui permet de reconfigurer les schémas psychiques, de décapsuler les traumas. Donc il y a une révolution en psychologie. D'une année à l'autre, ça bouge, ça bouge. Et donc, je crois que c'est Delphine là. Et donc, on est vraiment dans les anneaux olympiques qui amènent une mutation complète. Ce qui fait que la crise, j'étais un peu parti de là, la crise globale que l'humanité traverse, cette crise globale, elle est peut-être... Bonsoir Delphine. Bonsoir. Elle est peut-être beaucoup moins grave que... Enfin,
elle est terriblement épineuse, mais elle est peut-être moins désespérée, parce qu'il y a une mutation quantique extrêmement importante. Alors maintenant, revenons à la question du sens. Quel sens donner à nos crises, même si on sait qu'elles sont collectives? Et alors là, on touche à quelque chose et on revient aussi à Jung. Je sais qu'il y a d'éminents psychanalystes ici dans la salle, dont un frère lacano-freudien et un autre jungien. Donc voilà, j'aime bien moi, les articulations. C'est pour ça que j'aime beaucoup Élie Imbert, qui articule Freud, Lacan et Jung, comme Pierre Solier, etc. Mais Jung, lui, a découvert le soi, qui est relié au soi universel, mais il a découvert tout ça à travers une expérience de crise absolument monumentale qu'il a vécue lors de sa midlife crisis. C'est-à-dire qu'après la rupture avec le freudisme, il traverse une sorte de désorientation. Je vous conseille sa biographie, Ma vie, 9 €, folio numéro 2291. Et c'est très beau, c'est un livre qui se lit. Moi, c'est le livre qui a été bouleversant quand j'avais 17 ans, qui fait que je suis ici ce soir, notamment. Il n'y a pas que lui, mais... Et donc, en fait, il a plongé, il est tombé dans les grandes images archétypales. Il s'est laissé aller, mais bon, c'est terriblement dangereux. Aujourd'hui, il vous arrive le 10e, vous êtes au marronnier. Hein, bon. Et donc, il se laisse tomber dans cette... Et petit à petit, il va découvrir les images symboliques, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce sera repris beaucoup plus tard, Jung, en fait, découvre que le héros, il doit mourir au héros. Vous savez, le moi, qui veut être le maître, qui veut être le... Et ça correspond bien à toute la mentalité allemande de la Première Guerre mondiale. C'est le surhomme nietzschéen. Et là, il se rend compte qu'il doit mourir à ça pour s'ouvrir à quelque chose d'autre. Je schématise très fort. Et ce quelque chose d'autre, il va vraiment le découvrir lors de la deuxième grande crise de sa vie, à savoir lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, il va vraiment s'ouvrir à la dynamique du soi à travers la métaphore de l'alchimie. Parce que Jung découvre en 1935 l'alchimie. Et l'alchimie, dans le fond, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ce que Jung appelle le processus d'individuation a déjà été formulé par les adeptes alchimistes depuis la plus haute antiquité, mais notamment à l'époque médiévale et post-médiévale. Les grands alchimistes, les derniers grands alchimistes, ont conscience que ce qu'ils cherchent, ce n'est pas l'or, quoi qu'ils puissent chercher l'or aussi, au cas où, mais c'est la pierre philosophale, le soi. Et dans les crises, qu'est-ce qui nous arrive? On vit souvent le premier stade de l'alchimie, l'œuvre au noir. Il y a un beau livre de Marguerite Yourcenar, l'œuvre au noir, la nigredo, la rencontre de l'ombre, la déconstruction de toutes nos certitudes. Et c'est vrai que dans les crises, on est amené à se désidentifier, à se détacher. On avait une vision idyllique, puis le couple amène sa grosse crise qui fait qu'il est remis en question. On avait un investissement dans son travail, et puis c'est le burn-out. 45% de burn-out en plus depuis le coronavirus en Belgique. Plus de 60 000 arrêts de travail pour cause de burn-out ou maladie professionnelle. On est amené de manière violente à se désidentifier du simulacre social. Ce que Jung appelle la persona. Il faut une persona. Il faut un masque social minimal pour travailler, pour faire les choses. C'est pas non plus... on n'est pas tout le temps avec ses potes en train de boire un verre. On est sérieux, c'est chaud. Mais donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'œuvre alchimique, on est vraiment démembré, dépecé, désarticulé. Et l'alchimie offre quelque chose qui nous permet de comprendre les crises que nous vivons. Notamment la fameuse crise du midi de la vie, la midlife crisis. Comme je le disais la fois passée, chez l'homme, le mâle, l'individu biologiquement mâle, l'homme avec un petit h. L'adolescence, c'est de 8 à 48 ans, et puis à 50 ans, il se tape tout, la midlife crisis, la crise de la cinquantaine. Moi, je dis maintenant, dans le fond, beaucoup d'hommes, dont je fais sans doute partie, on passe de la crise d'adolescence à la crise d'obsolescence. Hein. C'est terrible. Et donc, c'est vraiment important de bien mesurer, parce qu'il y a un cycle de vie. Il y a un cycle de vie. Et ce cycle de vie,
La première moitié de la vie, on doit s'intégrer dans la réalité. La deuxième moitié de la vie, on arrive au détachement. C'est marrant d'ailleurs parce que dans l'Inde ancienne, il ne faut pas copier les Indiens, mais le premier cycle de 30 ans, le cycle saturnien, le retour de Saturne, c'est 29 ans et demi. Regardez dans vos vies, 29 ans et demi, à quoi ça correspond. Il y a souvent des choses à 29-30 ans. Là. Et le premier cycle, c'est l'apprentissage. Et puis le deuxième cycle, c'est la vie sociale, c'est la famille. Et puis le troisième cycle, c'est le détachement. Après 60 ans, vous allez dans les bois, vous méditez. Non. C'est très riche, parce que donc, ça offre une vision beaucoup plus dynamique. C'est les grandes questions. À 40 ans, à 30 ans, qui suis-je? À 40 ans, quand je dis 30 ans, c'est 28-30 ans, pas 6 mois près. Hein. Midlife crisis, la quarantaine, l'opposition d'Uranus en astrologie, hein, c'est mais que crée-je? 50, que sais-je? Puis 60, que vais-je léguer? Il faut bien laisser une trace, transmettre peut-être. Bref, tout ça pour dire que ces crises, elles s'inscrivent dans des cycles. Et alors là, on est dans la vision d'Ion, le temps des cycles. Et, très important, souvent, dans les crises, il y a rupture de la temporalité. Pourquoi? Que ce soit un événement brutal, une rupture, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a crise quand une ou plusieurs ruptures provoquent une perte de sens. Quand il y a rupture de la temporalité, il y a perte d'estime de soi. On ne se projette plus. On n'est plus dans une perspective. C'est pour ça que moi je travaille beaucoup le projet de vie, parce que c'est une façon de recoudre la temporalité pour redonner des perspectives et un horizon. Or aujourd'hui, la société est malade complètement. On n'envisage plus l'avenir, on est éco-anxieux et on s'efforce de vivre comme des malades dans l'instant présent. Mais où voulez-vous qu'on soit d'autre que dans l'instant présent? On y est dans l'instant présent. Par contre, il y a le moment présent, avec toute sa force, son énergie, sa beauté. Et alors là, on peut mettre de la pleine conscience, de la méditation pour le vivre pleinement. Mais l'instant présent n'est que l'antichambre du futur. Et c'est très intéressant de voir que le danger, si on n'a pas cette vision, je dirais, plus poétique, plus symbolique, plus alchimique, soit on se réfugie dans le consumérisme, c'est chronos, le temps linéaire, à mort, la frénésie consumériste, peur de la mort en vérité. Soit alors on se rétracte, on se rigidifie. En regardant en arrière les statues de sel de la Bible, hein, ne te retourne pas. Pourquoi tu vas te pétrifier? Et donc, c'est très intéressant, j'ai beaucoup développé ça la fois passée avec les lettres du futur et le travail sur le projet de vie. On peut en parler dans le débat, parce qu'il y a une première partie, j'ai oublié de le dire, qui est conférence, causerie, conférence, et puis ce sera causerie, conversation. Vous aurez l'occasion dans la joie de vivre, d'échanger, de poser des questions, tout ça. Mais donc, il y a vraiment cette notion de recoudre la temporalité. Et c'est vrai qu'il y a aussi, bien sûr, le kairos, être à l'affût des synchronicités, qui font que si j'ai posé une intention et que j'ai confié mon projet à la vie, j'écris beaucoup sur Facebook tous les matins là-dessus. Si je suis dans ma ressemblance, dans mon axe, en accord avec ma nécessité intérieure, très belle expression de Kandinsky, et que je confie mon projet à la vie, il y a une réponse. Ou alors c'est une chimère. Ou alors c'est un mirage. Ou alors c'est pas votre ressemblance. Vous voulez rencontrer la personne de votre vie, vous vous trouvez tout seul. C'est peut-être une belle étape à passer. Comme disait Jacqueline Kellen, aimer quelqu'un, ce n'est pas lui sacrifier sa solitude, c'est se le révéler à sa propre solitude. Non. Dur. Beau. Jodorowsky, le couple est une danse de deux solitudes. Donc la solitude est un passage fondamental. Transit de Saturne, l'élagage. Et donc si vous avez confié votre projet à la vie, votre désir, et que vous lâchez prise, pour autant que ce soit dans votre axe, alors là, il y a une réponse synchronistique, le kairos de la vie. C'est là que Lacan et Jung se rejoignent, parce que Lacan, c'est ne pas céder sur son désir, et Jung, qui parle très peu de désir dans le fond, il dit « la croissance vient de l'inconscient, et les réponses viennent d'elles-mêmes ». Il faut formuler quand même. Donc il y a tout un travail intéressant. Et donc, dans les crises, la fois passée, j'ai beaucoup trop insisté sur le fait qu'il fallait les anticiper.
Et j'ai oublié de dire, mais pas pour les éviter. Il y a des bébés-crises qu'on peut éviter entre collaborateurs, dans un couple, dans la famille, des bébés-crises qui peuvent les anticiper, avoir de l'intuition, connaître l'autre, tout ça c'est important. Mais les grandes crises, il faut les traverser. Et si on les anticipe, c'est pour y être mieux préparé. Et donc là, on est en pleine alchimie. En pleine alchimie, qui peut aboutir à un éveil radical. Hein. C'est ça qui est un dingue. On a tout un processus circambulatoire qu'on appelle le processus d'individuation, mais certaines personnes, chax, on est relié à l'Atman, le Purusha, le Brahman universel. Mais après, il faut revenir. Ou pas. Il y en a qui ne reviennent plus. Mais c'est passionnant parce que c'est important cette dimension transpersonnelle. Ces expériences d'éveil existent. On les mesure d'ailleurs maintenant au niveau de l'imagerie cérébrale. C'est une belle révolution scientifique ça. Et donc, le sens, pour revenir à cette question, il est triple. Réinvestir l'avenir avec le sens que je donne, être à l'écoute des intuitions que la vie m'offre, avec le sens que je trouve, qui me trouve plutôt, et puis là, les cycles. Et les cycles, c'est vraiment très important. S'il y a une chose que l'Église catholique romaine et le rationalisme newtonien du 18-19e ont gommé, c'est les cycles. D'ailleurs maintenant, comme on est dans une époque très hypocrite, on a remplacé le mot cycle par processus. Vous avez remarqué ça? On ne parle plus de ce mot-là, processus. Oui, c'est un processus complexe. On met un peu de pensée chaodynamique et de complexe là-dessus. Et on est content. Bon, tant mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cycle, si vous voulez, on va prendre quelques cycles, vous allez comprendre. Le cycle quotidien. La Terre tourne sur elle-même. Et tout cycle passe du vide à l'unité. Le vide, c'est la nuit profonde. L'unité, c'est le grand midi. Puis il y a le cycle lunaire. La Lune qui fait le tour de la Terre en 28 jours, alors que le Soleil également fait le tour sur lui-même en 28 jours, tout en sachant que la Lune tourne sur elle-même en 28 jours. 28 jours, le cycle de la vie, évidemment. Le vide, c'est la nouvelle Lune. Regardez cette éclipse qu'on a vue, là, le 8 avril. On l'a vu, enfin nous on n'a pas vu, mais grâce aux images de la NASA, qu'est-ce que c'est beau. Moi je me souviens de août 1999, j'étais en dessous de Laon, entre Laon et Reims, là où il y a la ligne d'éclipse. Et je l'ai vu grâce à des amis. C'est époustouflant, c'est sublime. La température qui baisse, on voit Mercure et Vénus là. Parce que Mercure on ne la voit jamais, hein. Vénus on la voit le soir et le matin. Et puis les oiseaux s'arrêtent de chanter. Passage à vide. La Lune, le passage à l'unité, c'est quand? C'est la pleine Lune. Le cycle annuel, la Terre fait le tour du Soleil en un an. Le vide, c'est l'hiver. Le plein, c'est l'été. Tout ça, c'est simple. Troisième mouvement de la Terre, la nutation. La Terre, c'est une toupie. Et elle tourne sur elle-même dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre en 25 920 ans. C'est la grande année platodicienne. Vous divisez en 12, c'est 2160 ans, c'est les ères zodiacales. L'ère des poissons qui s'achève tout doucement, qui a commencé aux environs du Christ. L'ère du bélier, 4320 ans plus tôt, par rapport à maintenant. Avant ça, c'était l'ère du taureau, dont on a les vestiges dans les corridas. L'ère du bélier, bien évidemment, Abraham qui sacrifie le bélier, etc. La justice hébraïque, avec tous ses signifiants, la tribu, la famille, l'amour chrétien, bouddhique, et au siècle prochain, l'ère du Verseau. On n'y est pas du tout, l'ère du Verseau, il ne faut pas rêver. Hein. Les gens qui vous disent c'est commencé, oui, c'est commencé en un sens, mais l'ère du Verseau qui serait une exigence de liberté qu'on ne mesure même pas. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, on en parlait récemment, dans ces 12 parties de la grande année de 25 920 ans, il y a une partie ascensionnelle aussi. Le Dieu d'amour chrétien né à Bethléem. Moi, je ne me prononce pas sur est-ce que Jésus est un personnage imaginaire, symbolique ou réel, pour reprendre la terminologie lacanienne. Je ne me prononce pas.
Des preuves absolues, on n'en a pas, quoiqu'il y a énormément d'éléments qui tendent à dire qu'il y a eu quand même quelqu'un qui a existé à ce moment-là, ou quelques-uns. Mais il y a eu quelque chose, évidemment. Et donc, ce Dieu naît, il se développe, il culmine dans le haut Moyen-Âge. Magnifique. L'amour, le véritable, le grand amour. Là. Et puis, zut, c'est comme le solstice d'été, hein, les jours sont les plus longs, l'été commence à peine que les jours diminuent. C'est épouvantable en fait, surtout quand il pleut au mois de juillet. Vous arrivez au mois d'août, vous dites, mon Dieu, dans 15 jours c'est la rentrée. On n'a même pas encore profité. Les transats dans le jardin sont complètement humidifiés, c'est l'horreur. Bref, terrible l'été. Et le printemps, n'en parlons pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce Dieu d'amour arrive à sa culmination. Il faut lire les textes sur le haut Moyen-Âge. Seulement, il s'en va, il décline. Donc on commence à le prier dans des cathédrales. Elles sont petites, cossues, magnifiques, elles sont romanes. Mais les décennies passent. Il est de plus en plus loin, le Dieu d'amour. Les cathédrales deviennent gothiques. Finalement, elles deviennent baroques. Et quand on arrive au plus bas, c'est-à-dire les temps matérialistes, on en fait des hôtels, des appartements. Ou alors, dans la Révolution française, on a voulu les détruire. Enfin, bref. Et c'est extraordinaire, vous savez ça. Et les pulsations archétypales suivent des cycles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, nous sortons des temps. Le lokayata matérialiste, il y a 2160 ans, c'était les petits États hellénistiques. Aujourd'hui, c'est le matérialisme rationaliste 19-20e. On quitte ça péniblement. Réveil du religieux, mais dans les vieilles outres. Intégrisme, terrorisme, fanatisme. Ou alors un bon vieux Dieu d'amour, gentillet, avec tout ce consensus œcuménique, avec les Rolls-Royce de la nouvelle spiritualité qui font des best-sellers. Ça, c'est heureusement qu'il y a ça, parce qu'autrement on se flingue tous. Donc il y a ça, le regain d'un Dieu d'amour plus ou moins édulcoré, les soubresauts de la justice qui meurt, avec tous les fanatismes que je ne vais pas citer ici, et en même temps, comme ce Dieu hébraïque s'écroule, s'étiole, son Dieu opposé explose. C'est l'égalité qui devient égalitarisme, et donc le dernier avatar est le wokisme. C'est très, très intéressant. Une minorité, toutes les minorités doivent être respectées. Mais une minorité veut s'imposer totalitaire. C'est le wokisme. C'est l'exemple. Ou alors l'égalitarisme. On refuse la différence au nom de l'égalité. Alors que l'égalité, c'est le respect de la différence, mais différenciée. Et il y a un autre phénomène qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a le principe d'anantiodromie. Quand un mythe a bien vécu, il se bascule en son contraire. L'amour devient l'acquisition quand il décline, à la fin du Moyen-Âge. Le communisme, qui était un beau mythe égalitaire, devient le goulag. Le libéralisme authentique devient l'ultralibéralisme, le néolibéralisme, Sarkozy, Macron, bref, j'ai rien dit. Et voilà, donc il y a à la fois un retour de la spiritualité et en même temps, dans les vieilles outres, avec des tas de dérives. Aujourd'hui, on le voit, on le vit en direct. Et ce principe, c'est quoi? L'énantiodromie, basculement de son contraire, dans à la fois la sortie du rationalisme et en même temps, on n'est pas encore dans des prémices. Et comme je le disais tout à l'heure, les crises de la famille, du couple, de l'école, de l'enseignement, de l'égalité, de la citoyenneté, ce sont des convulsions mythologiques. Et ça vaut la peine d'y passer une vie. Et donc, si vous voulez, il y a dans ce grand réservoir d'images archétypales qui sont liées à des cycles, une tectonique. Et c'est comme ça, par exemple, Jean-Charles Pichon, qui m'a beaucoup enseigné là-dessus. En 1987, je lui disais « Et comment tu vois l'avenir, Jean-Charles ?» Je l'ai rencontré il y a 40 ans cette année. Et il disait « Tu vas voir, choc Rome-Carthage, fissuration des États hellénistiques, nouvel ennemi polaire de la future Rome, la Numidie. » Je dis « Ok, c'est très simple. Le choc États-Unis-URSS va se solder par l'écroulement de l'URSS. Premier acte. Nouvel ennemi polaire dans les décennies qui viennent, la Chine. Fissuration de la petite Europe.
réveil de la Grèce il y a 2150 ans, c'est tout le réveil de l'islam, mais qui va s'adoucir, rassurez-vous. L'islam, dans sa branche mystique, c'est le soufisme, c'est des gens extraordinaires, ça n'a rien à voir avec toute cette mascarade qui est en fait, qui n'a rien à voir. Enfin, j'étais au Maroc au mois de février, il n'y a pas d'intégrisme, il n'y a pas de voile intégrale, les barbus, comme ils les appellent, ont été chassés parce qu'ils n'ont rien su faire. C'est ici que ça se passe, c'est ici que c'est convulsif, beaucoup plus que dans pas mal d'autres pays. Donc ça, il faut le dire aussi. Donc, mes propos ne sont pas du tout anti ce que l'islam spirituel peut offrir de plus beau. Hein. Mais bon, soyons lucides aussi. Et donc, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. L'Europe agonise. La future nouvelle Rome, qui est bien en difficulté, évidemment, parce que ça ne se fait pas en un jour. Et alors, l'acte 2 de l'URSS est morte, mais la Russie va suivre. Je me rappelle, un Pierre, mon grand ami, en 1989, je lui avais dit, mais là, recourant à des cycles plus courts, tu vas voir, le monde va basculer à l'est. Et de fait, la Russie est liée à un cycle plus petit, qui n'est pas directement lié à ce que je viens d'évoquer, mais une conjonction Saturne-Neptune qui a eu tous les 36 ans. 1917, révolution bolchevique. 36 ans plus tard, 1953, mort de Staline, guerre froide. 36 ans plus tard, 1989, la chute du mur, Gorbatchev, la fin de l'URSS, etc., etc. Plus 36, yes, 2025, fin de la Poutinie. Bon, il y aura toujours plein de choses magnifiques en Russie, la culture russe. Bon, mais ce régime, c'est pour ça que la fois dernière, le 21 février, quand je suis venu parler ici chez Stéphania, j'ai beaucoup parlé de Navalny, qui venait de mourir. Je disais, Navalny, c'est l'onde de choc. Il va renverser Poutine. Et je vous le donne en mille. Bien sûr que ça ne va pas se faire en 3 jours. Mais après la mort de Navalny, il y a eu beaucoup de... Faut pas croire, hein. Les Russes ne sont pas des imbéciles. Hein. Bon. Mais tout ça, ça reste encore... Voilà. Et donc, pourquoi je parle de tout ça? C'est pour que nous comprenions bien que nos crises individuelles, et on peut voir de notre ciel de naissance les moments clés, mais ça, c'est pas le but aujourd'hui d'en parler, mais elles s'inscrivent dans une évolution de l'humanité, en sachant que, et c'est ça qui est bien évidemment le terrible degré de liberté qui est le nôtre, c'est que ça peut se planter. Hein. Aujourd'hui, nous sommes devant un moment de cristallisation de l'humanité qui est terrible. Pour toutes les raisons déjà évoquées, la surpopulation, la baisse, le fait que l'énergie, la problématique énergétique, la problématique de l'eau, un système économique essoufflé. Et qui peut réguler, parce qu'en fait c'est ça, on se dit, mais qui pourra décider, par exemple, non pas un coup de taxes stupide, mais qui pourra décider d'organiser le monde de demain où il faudra vivre énergétiquement moins, autrement du moins, qui pourra organiser tout ça? Il faudra bien qu'à un moment donné, il y ait un consensus. L'idéal, ce serait qu'il soit multipolaire, évidemment. Mais aujourd'hui, tout est en train de se cliver et la violence fait rage. Hein. Donc on est vraiment dans un moment délicat. Mais si vous savez déjà que vos crises individuelles s'inscrivent dans une vaste tapisserie alchimique, là, au moins, ça permet d'être serein. Comme je le dis toujours, la paix est dans l'œil du cyclone. Et si vous êtes bien dans votre axe, bien centré dans une posture méditative, zen, mindfulness, toutes ces approches qui sont magnifiques, qui pour beaucoup viennent de l'Orient, mais pas que, à ce moment-là, vous pouvez aborder l'avenir avec sérénité, parce que le futur ne manque pas d'avenir. Est-ce que je n'ai pas trop parlé? Quelle heure est-il? 9h10. Je propose, comme ça fait environ 50 minutes, que nous passions la dernière heure à échanger. Quand je dis échanger, c'est pas poser des questions comme si j'avais des vérités. Moi, je vous donne un alphabet des cycles qui vous permettent de lire le monde. Mais les réponses, je n'ai pas de réponse au conflit israélo-palestinien. Je n'ai pas de réponse. Je ne suis ni un homme politique, ni un prophète, on est bien d'accord. Simplement, par rapport à ça, si on veut 2 États, on est pour l'un et pour l'autre, et pas pour l'un ou pour l'autre. Si on veut que la guerre en Ukraine s'arrête, qu'est-ce qu'il faut faire? Bref, je n'ai pas de réponse. J'ai ma petite idée personnelle, mais ça n'a pas d'importance.
Donc voilà, je propose qu'on puisse développer des idées, des contradictions, des questions, et qu'on puisse parler, parce que c'est le deuxième moment de cette réunion, l'approche conversationnelle, narrative. Merci de votre attention.